Se projeter un peu plus loin, vous avez dans le rapport du GIEC les vitesses d'évolution des isothermes, et puis comparé à ça les vitesses d'évolution de différentes espèces, on montre qu'au-dessus d'une certaine vitesse d'évolution du climat, les espèces qui n'ont pas d'autre choix en fait, généralement de s'adapter que se déplacer, ne sont pas capables de se déplacer assez vite. Donc là, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments extrêmement clairs, et puis du côté des aspects humains, il y a tout ce qui est lié à l'agriculture, tout ce qui est lié à la santé, où là il y a aussi des éléments très, très clairs qui lient des problématiques réelles aux problématiques du changement climatique. Alors moi je dirais, c'est pour ça que j'ai montré ça, il y a assez de choses démontrées qui lient le problème du climat à des conséquences pour aller éventuellement tirer la couverture un peu plus loin et puis s'appuyer sur des choses qui sont moins démontrées. Et j'y reviendrai, je trouve que c'est quelquefois dommage de le faire parce que ça affaiblit un peu la position scientifique et éventuellement ça peut conduire à des démarches qui sont fausses en matière d'adaptation, qui sont mal orientées en matière d'adaptation. Voilà, un dernier mot là-dessus, c'est pour dire que tous ces résultats sont quand même malgré tout entachés d'une incertitude forte au niveau quantitatif, très largement lié au problème des nuages et à la manière dont on les prend en compte dans les modèles, et que tout simplement la science prend du temps par rapport à ce problème de nuages. La seule réponse, c'est de les mesurer mieux. Ça a pris 15 ans pour avoir cette constellation de satellites qui maintenant mesure tous les paramètres de couverture nuageuse. Il faut attendre que cette constellation de satellites ait observé des fluctuations climatiques qui montrent des feedbacks pour réussir à peut-être préciser l'incertitude sur les modèles. Mais tout ça, c'est un travail qui est relativement cohérent. Je vais passer là-dessus. Alors maintenant, en termes de changement climatique, ce qui est nouveau, vraiment, c'est le fait que les émissions continuent. Et donc, le rapport du GIEC, finalement, de rapport en rapport, il ne serait pas si différent en termes de science s'il n'y avait pas ce phénomène marquant qui est que les émissions continuent. Et c'est quelque chose qui est quand même très impressionnant. J'ai collé ces rapports de l'Agence internationale pour l'énergie. Je ne dis pas si j'arrive à le dire comme ça, mais les cycles, je mélange toujours dans les lettres. Vous voyez que ça a commencé en 1950, on passe les premiers seuils dans les années 70. Les premiers seuils, c'est-à-dire les seuils, il ne faudrait pas dépasser pour que ça se régule à peu près normalement. Au moment du sommet de la Terre à Rio, on est déjà à 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone, et puis maintenant, on en est à 10 milliards de tonnes de carbone. Et c'est sans la déforestation, c'est juste la combustion des combustibles fossiles. Donc c'est quelque chose qui a augmenté de manière extrêmement rapide, et jusqu'à présent, il n'y a pas de signe de repli. Nous pouvons en discuter, je ne vais pas prendre ce temps-là. Si on veut regarder les scénarios qui ont été faits et qui ont comme seul but d'essayer d'échantillonner les possibles à l'échelle du siècle qui vient, vous avez l'incertitude des modèles dont je parlais, des hauts nuages. Pour chaque scénario, pour le vert par exemple, c'est celui où on stabilise des émissions au niveau de 90, un peu moins de 1, un peu plus de 2. Donc vous êtes ici dans une fourchette basse, mais qui dépasse les 2 degrés. Et puis pour celui-là, on est de 4 à 6 degrés. Donc des choses qui vont très au-delà de ce qu'on peut souhaiter faire. Alors, le dernier rapport du GIEC, et avec les modèles que j'ai montrés rapidement, on peut faire des sortes de calculs inverses, a essayé de voir, alors je vais passer ça, j'y reviendrai, ce que ça veut dire d'essayer de rester à 2 degrés de réchauffement. Alors, il faut essayer de dire un diagramme comme ça s'est fait avec notre modèle. Vous avez des évolutions de température. Elles sont simulées à partir d'évolutions du CO2 et des autres gaz d'effet de serre, qui eux-mêmes sont simulés à partir d'émissions dans le modèle. Donc ce que vous voyez, c'est que ce qui est demandé, qui est présenté comme possible par la communauté scientifique, qui est réalisé par le rapport du GIEC comme étant une sorte d'objectif, c'est d'arriver à suivre cette courbe noire, et puis là, dans un délai qui est à revenir et diminuer les choses, et arriver à ce qu'on avait pris ce matin, en 2080, c'est-à-dire les émissions négatives. Donc c'est un effort qui est absolument énorme. C'est quelque chose devant nous qui est absolument énorme. Alors, en tant que scientifique climatologue, on peut s'arrêter là, dire, on a donné nos résultats, bonne chance.
c'est un petit peu difficile. Alors c'est vrai que les groupes 2 et le groupe 3 du GIEC sont des groupes qui font une science un peu différente, une science objective, et donc on est quand même obligé de s'intéresser à la manière dont elle est comprise et prise en compte. Alors, moi je vais pas aller trop loin dans l'espace des solutions liées à l'énergie, c'est pas mon domaine, j'espère qu'on en discutera quand même ensuite. Ce que je vais montrer, c'est dans quelle mesure le diagnostic qu'on fait peut prêter à confusion, quelquefois, par rapport aux décisions qui sont prises, alors plutôt en matière d'adaptation, et je vais montrer aussi que c'est quand même un peu lié. Alors, juste un mot, 2 mots avant de passer à ça. D'abord, d'où vient le 2 degrés? Le 2 degrés, ce n'est pas un seuil absolu, c'est un seuil qui était basé au départ plus ou moins sur ce diagramme issu du rapport du groupe du GIEC, dans lequel on regardait tout un tas d'effets sur l'eau, sur les écosystèmes, sur la nourriture, sur les infrastructures côtières, sur la santé, et on essayait de mettre un chiffre qui n'est peut-être qu'approximatif en termes de à quel niveau est-ce que ça va vraiment commencer à diverger. On voyait que du côté de 3 degrés, ça commençait à diverger. Chacun de ces systèmes a un seuil qui se situe à un niveau différent. Donc c'est un chiffre qui a été pris comme une référence un peu arbitraire, mais cette référence un peu arbitraire, elle est maintenant le seul point sur lequel les différents pays se sont mis d'accord. La seule chose qu'il y a de toutes les réunions qu'il y a eu, évidemment, le seul élément d'accord, c'est ce 2 degrés Celsius. Donc c'est clair que pour avoir été dans le comité de pilotage de la COP21, les diplomates ne veulent pas se priver de ça. Donc on est un petit peu dans une phase un petit peu schizophrène où on met en avant ce 2 degrés, on sait que ça va être extrêmement difficile, et on est de l'autre côté, avec l'autre main, obligé de se dire on va essayer de se préparer à des changements qui ont toutes les chances de survenir malgré les réunions politiques qu'on convoque. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu délicat. Je dirais que ça relève aussi à un moment d'un certain manque de vigilance probablement de la communauté scientifique sur les messages qu'on passe. Ce 2 degrés a eu des effets un peu. Voilà, dernier point, c'est que dans tout ça, on ne parle jamais de démographie, on en a parlé un petit peu hier, donc ça mériterait effectivement d'en parler un peu plus, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais une grosse partie des enjeux, par exemple quand on regarde sur l'Afrique, ce que seront les besoins alimentaires dans ces études qui ont été faites à partir de la campagne AMA dans nos laboratoires, c'est un facteur 5 d'ici le milieu du siècle, en termes de production alimentaire, et dans un monde qui vont souffrir en termes de photosynthèse au niveau du changement climatique. Donc la démographie est un sujet essentiel, mais qu'on traite difficilement. Il y a aussi un dernier point sur tous ces aspects d'alerte, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ne sait pas bien. Alors, par exemple, j'ai pris ce transparent qui m'était donné par Philippe Sier. Ça, c'est la sensibilité, on appelle sensibilité la réponse du climat à l'équilibre. L'équilibre peut être atteint dans longtemps, pour un doublement du CO2, et pour le système physique, on est à 3 degrés. Ce que disent des gens qui sont des biogéochimistes, qui sont aussi quand même des scientifiques qui ont une formation de sciences dures, qui ont regardé le cycle de l'azote, qui ont regardé des tas de choses, c'est que finalement, on pourrait bien doubler cette sensibilité. Alors, que fait-on de ce résultat-là, qui sont des résultats qui sont des résultats un peu incertains? Ils font partie du paysage, on n'est pas complètement capable de leur donner le même poids qu'aux autres, mais il y a une vraie difficulté là aussi de communication par rapport à ça. Mais ça renforce l'idée qu'on peut avoir, alors c'est pas pour tout de suite, c'est plutôt pour le siècle prochain que le siècle actuel, mais c'est des choses qui jouent un rôle qu'on a un petit peu de mal à traiter à prendre en compte. Voilà, alors moi ce que je voulais parler, donc côté versant des solutions, ce dont je voulais parler, c'était de quelques points qui seront partiellement érudits avec ce que je viens de dire, bon, c'est un petit peu déconstruit parce que j'ai changé à un dernier moment. Le premier, c'est que, effectivement, tel que se présente le problème que je viens d'évoquer, dans son aspect global, il crée un sentiment de déconnexion vraiment de la société civile, qui est très fort, qu'on sent à chaque fois. Moi, j'ai la question pratiquement à chaque exposé que je fais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Très bien, c'est bon. Et c'est quelque chose qui est la réponse
bah, écoutez, oui, on sait bien, il y a une centrale au charbon qui se fait en Chine toutes les semaines, mais ça vaut peut-être le coup que vous preniez votre vélo. Ça passe pas toujours très bien. Ça passe pas toujours très bien, et je pense que c'est quelque chose qui, même dans certains cas, quand il s'agit de gens qui vivent loin, dans des banlieues très lointaines, qui ont des difficultés, c'est peut-être même à éviter. Donc, voilà. Alors, je pense que on oppose souvent tout ce qui est problème d'atténuation du changement climatique, et comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui relève beaucoup de l'ingénierie et de la science de l'énergie, dont vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. C'est aussi, je pense, pour les climatologues, il faut faire attention. On est confronté au problème d'adaptation. On a beaucoup trop engagé les choses pour qu'il n'y ait pas de changement climatique. Si on croit que le changement climatique est important, il ne faut pas être auto-contradictoire. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences importantes et qu'il faut s'y préparer. Donc, ce volet de l'adaptation, il a été très souvent compris comme étant en concurrence avec celui de l'atténuation. C'est au contraire un problème qu'il faut prendre en complémentarité complète avec ce problème de l'atténuation. Et je pense qu'il a une capacité éventuellement à rassembler un peu plus et à mobiliser un peu plus la population, ce que je voudrais mettre. Alors, ça demande une culture scientifique un peu différente dès qu'on rentre dans cette idée de comment est-ce qu'on va utiliser nos résultats pour s'adapter, parce que c'est nos résultats, autant ils sont clairs quand on les prend à échelle globale, autant ils sont des limites quand on les prend sur une échelle régionale. Qu'est-ce qui peut se passer à tel endroit, à telle échéance? On a beaucoup plus de difficultés. Alors, il y a deux raisons qui font que c'est difficile. Il y a une première raison, c'est que peut-être qu'on n'a pas toujours bien identifié ce qui était important.